Et je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Merci d'être là. Merci à Joseph Messescaron d'être là également. Merci, bonsoir Pierre. Et je salue mon confrère du Figaro, Renaud Girard. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter, chroniqueur international pour le Figaro, géopoliticien. Info ou intox, David Trump et Vladimir Poutine au bout du fil, j'allais dire déjà? Ça serait tout à fait possible, mais c'est vrai, c'est très tôt quand même. Parce que il y a eu un coup de fil sur le conflit russo-ukrainien qui a été donné par Trump, mais c'était pour rassurer Zelensky, Oui. le président ukrainien. C'est quand Trump, accompagné d'ailleurs d'Elon Musk, ont appelé Zelensky en lui disant tu peux être rassuré, l'Amérique ne t'abandonnera pas. Elon Musk, c'est important parce que c'est l'homme qui avait fourni, lors de l'agression russe en février 2022, tout un système alternatif de communication aux Ukrainiens. On s'en souvient. Grâce à son Starlink, si vous voulez, Ouais. à son système de communication et notamment d'Internet, diffusé par tout son réseau de milliers de satellites en orbite De télécom, basse. ouais. De télécom. Et sinon, les Russes auraient coupé le robinet de l'Internet. Et les Ukrainiens, et notamment les officiers ukrainiens, n'auraient plus pu communiquer entre eux. Voilà. Donc, Elon Musk a rendu un service signalé. Donc à là, il y a l'Ukraine, eu, c'est pour il y ça a eu, qu'il était associé c'est ça. à ce coup de téléphone. Il y a eu ce coup de téléphone, j'allais dire pour rassurer, parce que sur toutes les télévisions du monde, ou en tout cas une grande partie, il était mentionné, Donald Trump est élu, c'est la fin des crédits pour l'Ukraine. Donc c'était une sorte de... Oui, évidemment, Donald Trump, pour cette télévision, avait tous les défauts du monde. Il va introduire le fascisme aux États-Unis, etc., etc. Oui, on a tout entendu. On a tout entendu là-dessus. Et donc, évidemment, il est le pion de Poutine. Il va laisser tomber l'Ukraine. Mais c'est faux d'ailleurs, parce que c'est vrai que Trump est capable de parler à Poutine, de s'entendre avec Poutine, mais les faits sont têtus. Et les faits nous disent que durant son premier mandat, durant le mandat de Trump, les sanctions contre la Russie ont été en constante progression. Trump n'a retiré aucune sanction contre la Russie. Donc en fait, il n'est pas du tout prêt à laisser la Russie battre l'Ukraine, pas du tout prêt à céder en race campagne face à Poutine, mais il veut effectivement arrêter la guerre. Il pense qu'il peut persuader les deux présidents d'aller vers un cessez-le-feu avant de venir vers un vrai traité de paix, déjà qu'il y a un cessez-le-feu. Il y a quand même un fait qui est avéré, qui est la lassitude, pas seulement des Ukrainiens, mais aussi des Russes. Et si les Russes sont obligés d'aller chercher des soldats nord-coréens, c'est que la jeunesse russe n'est pas vraiment enthousiaste pour aller faire la guerre contre leurs frères ukrainiens. Renaud, les Russes, ils veulent 5 régions. Ils veulent que l'Ukraine renonce à son alliance avec l'Occident et à son ambition de rejoindre l'OTAN. Est-ce que c'est ça le traité dont vous parlez ? Alors non, là, ce sera sûrement pas ça. D'abord, les Ukrainiens demanderont sûrement une garantie de sécurité à l'Occident, parce que ils ne vont pas arrêter la guerre pour que dans quelques années la Russie reprenne son invasion. Donc ça, d'une manière ou d'une autre, il faudra leur donner aux Ukrainiens une garantie de sécurité. Alors ça peut être une intégration dans l'OTAN, ou ça peut être des traités de sécurité particuliers, comme par exemple l'Amérique a un traité de sécurité particulier avec le Japon. Mais ça c'est certain que le président Zelensky insistera pour avoir des garanties de sécurité des grandes puissances. Puis après la négociation, alors ça va être évidemment très difficile de faire reculer Poutine sur des positions qu'il a déjà acquises, mais il est à peu près sûr que Trump ne laissera pas la Russie prendre des positions, c'est-à-dire conquérir la totalité de ces 4 oblasts dont vous parlez, qu'aujourd'hui
Poutine ne contrôle pas en entier, c'est-à-dire qu'il ne contrôle pas l'oblast de Kherson ni l'oblast de Zaporizhia, il contrôle beaucoup mieux Lugansk et Donetsk. Question pour vous de Philippe Guibert. Oui, bonsoir Renaud Girard. Bonsoir. Est-ce que Poutine veut vraiment la paix? Parce qu'après tout, il est en position de force. Du point de vue militaire, il n'est pas en difficulté, c'est plutôt les Ukrainiens qui sont en difficulté. Et donc, il peut espérer continuer à grignoter du territoire et faire monter les enchères. Est-ce que Trump ne va pas se retrouver qu'un Poutine qui n'est pas pressé de signer la paix? Renaud Girard. Oui, écoutez, le mot que vous avez prononcé est important, c'est du grignotage. C'est pas très impressionnant l'avancée des Russes. Eux-mêmes, d'ailleurs, ont vu l'armée ukrainienne avancer sur leur territoire, dans le saillant de Koursk, et ce saillant n'a toujours pas été réduit. Alors, je sais qu'on va envoyer des soldats nord-coréens là-bas, on verra à quel point ils sont combatifs ou non, mais l'armée russe n'est pas époustouflante, si vous voulez, on n'est pas impressionné. Alors, bien sûr que les Ukrainiens, dont la jeunesse, il faut le dire, aujourd'hui, rechignent à se battre. Moi, j'ai rencontré des milliers de jeunes Ukrainiens en Pologne, ils veulent pas aller se battre dans cette guerre. Et donc, c'est certain que l'Ukraine un manque démographique et ne va jamais battre l'armée russe. Mais ça ne veut pas dire que pour autant la Russie va pouvoir vraiment défaire le régime démocratique de Zelensky, c'est-à-dire la Russie ne prendra pas ni Kiev, ni Kharkov, ni Odessa, parce que l'Ukraine est quand même protégée par des armes occidentales qui restent beaucoup plus efficaces que les armes russes. Renaud Girard est avec nous, confrère du Figaro, spécialiste en questions internationales. Joseph Massescaron a encore une question à vous poser. Et moi, j'en ai d'autres aussi, parce que Trump, il n'y a pas que le volet, russo-ukrainien. Il y a d'autres choses et on aimerait avoir votre avis là-dessus. On se retrouve dans quelques instants après le journal permanent. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec nos amis Philippe Guibert, Joseph Massescaron et Renaud Girard, qui a eu l'amabilité de rester pendu au bout du fil, comme on disait à une époque, parce qu'il y avait des fils au téléphone. Voilà. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais à l'époque, on disait au bout du fil. Mon cher Renaud Girard, merci beaucoup de rester encore quelques instants avec nous. On a besoin de vos lumières, puisque vous êtes vraiment très informé au point de vue international. Joseph Massescaron. Oui, bonjour Renaud. Bonjour Joseph. Il y a quelque chose qui me... Oui, il y a une amitié entre nous. Donc, je voudrais avoir ton éclairage sur un point, c'est-à-dire sur les mères de soldats tués en Russie. Parce que pendant très longtemps, il y a eu pas mal de papiers qui ont été faits en disant, vous allez voir, avec là maintenant, je crois qu'il y a 150 000 morts à peu près, c'est l'estimation, il va y avoir une sorte de révolte des mers, comme il y a eu dans le passé, dans l'histoire de la Russie, une révolte des mers. Or, j'ai lu, je crois, si je dis une bêtise Renaud, qu'il y a quelques jours, Vladimir Poutine a promu gouverneur une mère de soldats tués. Alors, est-ce qu'il est arrivé à désamorcer ce qui aurait pu être pour lui une bombe sociale et politique ? Oui, alors c'est vrai que c'est très dangereux. Ça avait joué un grand rôle, les mères de soldats, dans la guerre d'Afghanistan, dans l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique à l'époque. D'ailleurs, les soviétiques avaient décidé de se retirer d'Afghanistan, d'où ils étaient parvenus d'ailleurs à se retirer en bon ordre en mai 1989. Et j'avais assisté à l'époque à ce retrait, mais les mères évidemment avaient joué un grand rôle du temps de l'Union soviétique et du temps donc dans le régime de Poutine, qui n'est guère plus démocratique que celui de l'Union soviétique. Évidemment, ces mères prennent des précautions, mais c'est quelque chose qui inquiète quand même le Kremlin, et c'est pour cela que je pense le Kremlin fait appel à des soldats coréens maintenant pour se battre, notamment pour réduire le saillant de Koursk. Et c'est aussi la raison pour laquelle les offensives ne sont pas aussi vigoureuses que du temps de Bakhmout, si vous voulez, des milices de Prigojine, justement pour quand même épargner maintenant le soldat russe pour pas avoir
ce backfire, comme on dit en anglais, cet effet boomerang, d'une agitation sociale ou d'un mécontentement à l'égard du régime par les familles russes. Il faut savoir qu'il n'y a aucun enthousiasme en Russie pour la guerre, du tout en Ukraine. Il y a beaucoup de lassitude. Oui. Et Vladimir Poutine, qui, par rapport à certains excités de son pays, apparaît parfois comme un centriste. Il faut bien voir qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus excités que Poutine en Russie, et beaucoup plus dangereux. Il essaye quand même lui aussi, me semble-t-il, de trouver une voie. Sinon, s'il n'essayait pas de trouver une voie, il n'aurait pas tendu la main comme il l'a fait dans son discours du forum de Valdai, qui s'est déroulé il y a 3 jours, où très clairement, il a appelé au dialogue et très clairement que la Russie considérait. Alors, on a des petits problèmes de liaison, Renaud Girard. Je suis désolé, on va devoir écourter cet entretien 19h35 sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous en ce début de soirée sur Europe 1.